Ma famille m'a exclu de la réunion annuelle après 10 ans de silence. Ils sont entrés dans mon manoir en Bretagne. Quand le gardien a demandé leur nom, le silence s'est fait. Cette fois, c'était mon tour de sourire. Ma famille m'a banni de la réunion annuelle après 10 ans de silence. Ils sont entrés, souriants et ignorants, dans mon manoir en Bretagne. Quand le gardien a demandé leur nom, un silence de mort s'est installé. Cette fois, c'était à mon tour de sourire. Ils pensaient m'avoir effacé, m'avoir rayé de la carte et de leur histoire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils m'ignoraient, j'étais devenu le propriétaire de leurs souvenirs. Voici comment j'ai repris ce qui m'était dû, sans jamais élever la voix. Avant de plonger dans les détails de cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir comment nos histoires peuvent nous connecter à travers le monde. Le ciel de Paris était d'un gris perle ce jour-là, une toile de fond neutre pour le drame silencieux qui se jouait sur mon écran d'ordinateur. Mon bureau, au 15e étage d'une tour de verre et d'acier, surplombait la Seine. Le fleuve serpentait paresseusement en contrebas, indifférent aux tempêtes qui peuvent agiter la vie d'un homme. J'étais Aurélien Bernard, 38 ans, architecte. Un nom qui commençait à peser dans le milieu. Mes projets remportaient des prix, mes créations s'élevaient vers le ciel, symbole de ma réussite. Mais à l'intérieur de ces murs de verre, dans le silence feutré de mon succès, je n'avais jamais été aussi seul. L'email est arrivé à 14h32. L'objet était faussement joyeux, réunion de famille à Concarneau. On vous attend. Mon nom, Aurélien, n'était pas dans la liste des destinataires principaux. Non, j'étais en copie cachée. Une pensée après coup. Une formalité. Une insulte silencieuse. C'était l'email annuel de ma sœur, Corinne, annonçant le rassemblement estival dans le manoir familial en Bretagne. Un rituel dont j'étais exclu depuis 10 ans. 10 ans. Une décennie entière passée à être un fantôme dans ma propre famille. Au début, j'avais essayé. J'appelais, j'envoyais des cadeaux pour les anniversaires, pour Noël. Les réponses étaient brèves, distantes, avant de cesser complètement. J'étais devenu l'oncle de Paris, une abstraction, une anecdote lointaine qu'on évoquait peut-être parfois, je n'en étais même pas sûr. Mes yeux ont parcouru le corps du message, rempli d'exclamations et de smileys qui sonnaient faux. Et puis, une phrase, nichée à la fin d'un paragraphe sur la logistique, a attiré mon attention. Nous devons aussi profiter de ce week-end pour décider une bonne fois pour toutes comment nous allons gérer le nettoyage des vieilleries à Concarneau. Le nettoyage des vieilleries. Ces mots, si anodins, ont résonné en moi comme un gong funèbre. Corinne ne parlait pas de vieux meubles. Elle parlait de liquider un héritage. De vendre. Mon souffle s'est bloqué. Le manoir n'était pas juste une maison. C'était le dernier endroit où j'avais vu mon père heureux, avant que la maladie ne l'emporte. C'étaient les murs de granit que nous avions réparés ensemble, la charpente dont il m'avait enseigné chaque secret. Je me suis souvenu de ces paroles, un après-midi d'été, alors que nous étions sur le toit, le goût du sel sur nos lèvres. Une maison a besoin de soins, Aurélien, m'avait-il dit, sa voix rocailleuse couvrant le cri des mouettes. Sinon, elle meurt. Ces murs gardent la mémoire de ceux qui l'aiment. Ces mots prenaient aujourd'hui un sens terrible. Ils n'allaient pas seulement vendre une maison, ils allaient abattre un sanctuaire, effacer une mémoire. La mienne. Une colère froide, patiente, a commencé à monter en moi. Ce n'était pas la rage impuissante de mes 20 ans. C'était une colère calculée, précise, celle d'un architecte qui voit une structure qu'il aime menacer de démolition. J'ai regardé par la fenêtre, les bateaux-mouches glissant sur l'eau. Tout mon succès, toute cette vie que j'avais bâtie pierre par pierre à Paris, me semblait soudain fragile, dénuée de sens sans ses fondations. Sans cette maison. 10 ans de silence m'avaient appris à ignorer, à construire une forteresse autour de mon cœur. Mais les mots de Corinne, même s'ils étaient involontaires, étaient comme une fissure dans ce mur que j'avais mis tant de temps à ériger. Je ne savais pas encore que cette fissure était sur le point de tout faire s'effondrer, pour mieux reconstruire. Qu'est-ce qui se passait réellement à Concarneau? Et que pouvais-je faire, moi, le fils exilé à 600 km de là?
Pour comprendre la fissure, il fallait remonter à sa source. À la faille sismique qui avait secoué notre famille 8 ans plus tôt. Mon père, Bernard, l'homme qui m'avait appris la différence entre le chêne et le châtaignier au simple toucher, avait été foudroyé par un AVC. J'ai encore le souvenir précis de l'appel de ma mère, Martine, sa voix brisée par la panique. J'ai sauté dans ma voiture, j'ai dévoré les 600 kilomètres qui séparent Paris de la Bretagne sans m'arrêter, le cœur battant à chaque kilomètre avalé. En arrivant à l'hôpital de Quimper, j'ai trouvé une scène qui allait définir les années à venir. Ma mère était dans le couloir, en larmes, incapable d'entrer dans la chambre. Je ne peux pas le voir comme ça, Aurélien, je ne peux pas. Ma sœur, Corinne, était là aussi. Elle n'était pas en larmes. Elle était au téléphone, organisant. Oui, il faudra prévenir l'oncle Paul. Non, la réunion de l'association des parents d'élèves, je ne peux vraiment pas l'annuler. Elle gérait la crise comme un projet, une liste de tâches à cocher. Il n'y avait que moi pour entrer dans la chambre. Pour m'asseoir à côté de ce corps soudainement fragile. Pour prendre cette main de charpentier, autrefois si puissante, maintenant inerte dans la mienne. Pendant une semaine, j'ai veillé sur lui. Je lui parlais, je lui lisais des passages des romans de Pierre Loti qu'il aimait tant. Je voyais une lueur de reconnaissance dans son œil valide. Il était là. Il m'entendait. Corinne et ma mère passaient en coup de vent, apportant des vêtements propres, parlant au médecin, mais ne restant jamais plus de 10 minutes dans la chambre. C'était trop dur, disait-elle. Leur douleur était bruyante, visible. La mienne était silencieuse, une pression constante dans ma poitrine. Cette différence de réaction n'était pas nouvelle. Depuis l'enfance, Corinne était le soleil autour duquel la famille tournait. Elle était belle, charismatique, elle savait comment obtenir ce qu'elle voulait. Moi, j'étais le garçon silencieux, l'observateur, plus à l'aise dans l'atelier de mon père qu'au dîner de famille. Notre père nous aimait tous les deux, j'en suis certain, mais il nous comprenait différemment. Il admirait l'éclat de Corinne, mais il partageait avec moi la passion du silence, du travail bien fait. Je me souviens des heures passées à ses côtés, l'odeur de la sciure de bois emplissant mes narines. Il me montrait les veines du bois, m'expliquait comment une charpente devait respirer. L'architecture, c'est de la poésie, Aurélien, disait-il. C'est faire chanter la matière. Pour Corinne, une maison était une façade, un statut social. Pour moi, c'était une âme. Cette jalousie latente a explosé après l'AVC de mon père. Un jour, alors qu'il commençait à peine à recouvrer un peu de mobilité, j'ai prudemment abordé la question de l'avenir avec ma mère. Les documents, le testament, la gestion de la maison. Je voulais juste m'assurer que tout était en ordre, qu'il serait protégé. Sa réaction m'a glacée. Elle a eu un petit rire nerveux, presque méprisant. Laisse Corinne s'occuper de ça, mon chéri. Elle est sur place, elle sait comment faire. Toi, tu es loin à Paris, qu'est-ce que tu peux bien y comprendre? Tu es loin. Ces deux mots étaient une sentence. Ce n'était pas une simple constatation géographique. C'était une mise à l'écart. Ma présence, ma semaine de veille, mon inquiétude, tout était balayé. Mon rôle était d'être le fils qui a réussi à Paris, et de rester là-bas. Loin. C'était le début de la fin. Après ça, mes appels se sont espacés, car les conversations devenaient vides, gênantes. On ne me racontait plus rien d'important. J'ai été doucement, mais sûrement, effacé du tableau. Aujourd'hui, dans mon bureau parisien, ces souvenirs revenaient avec une clarté douloureuse. Le nettoyage des vieilleries. Ce n'était pas juste une question d'argent. C'était la dernière étape de mon effacement. S'il vendait la maison, il vendait la dernière preuve tangible de ma place dans cette famille. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous abandonné, acceptant votre sort d'exilé, ou auriez-vous commencé à vous battre, même sans savoir comment? Dites-le moi dans les commentaires. Le doute n'était plus permis. Je devais en avoir le cœur net. Poussé par une urgence que je ne m'expliquais pas, j'ai ouvert un nouvel onglet sur mon navigateur. Mes doigts tremblaient légèrement en tapant les mots-clés dans la barre de recherche, manoir à vendre Concarneau. J'ai ajouté le nom de la rue, celui de notre lieu-dit, Caron-Havel, la Maison du Vent.
Les résultats se sont affichés. Mon cœur a raté un battement. C'était la 3e annonce. Un site immobilier local, spécialisé dans les biens de caractère. La photo principale était une vue terne et sans vie de la façade en granit. Les volets bleus, autrefois si vifs, semblaient délavés. Le jardin, que ma mère avait soigné avec tant d'amour, était négligé. Le titre de l'annonce était une gifle, fort potentielle. Prix négociable. Vente urgente. Vente urgente. J'ai cliqué, le souffle court. Les photos de l'intérieur étaient pires. Des clichés pris à la va-vite, avec un mauvais éclairage, qui ne rendait absolument pas justice à la chaleur des lieux. Le grand salon avec sa cheminée monumentale semblait froid et vide. La cuisine, où flottait toujours l'odeur du café et des crêpes, était juste une pièce fonctionnelle. Il ne vendait pas une maison, il se débarrassait d'un fardeau. Le prix m'a fait sursauter. Il était bien en dessous de la valeur du marché, même en tenant compte de quelques travaux de rafraîchissement. C'était le prix de quelqu'un qui veut tourner la page, vite, sans se retourner. C'était le prix d'une trahison. La description était impersonnelle, remplie de jargon immobilier. Belle surface habitable, proximité des plages, travaux à prévoir. Pas un mot sur son histoire, sur l'âne de cette bâtisse du XVIIIe siècle que mon père avait restaurée de ses propres mains. Un sentiment de nausée m'a envahi. C'était donc ça, le nettoyage des vieilleries. Effacer l'héritage de mon père pour quelques milliers d'euros, probablement pour financer le prochain grand projet de Corinne ou les études de ses enfants. Il ne se contentait pas de me rayer de la liste des invités, il rayait des pans entiers de notre histoire commune. Ma colère s'est transformée en une détermination glaciale. J'ai attrapé mon téléphone. Je n'ai composé qu'un seul numéro. Celui de Yann. Yann Le Goff était mon plus vieil ami, mon frère de cœur. Nous avions grandi ensemble dans les rues de Concarneau. Tandis que j'étais parti pour Paris, lui était resté. Il était devenu greffier au tribunal de Quimper. Il connaissait les lois, les procédures, et surtout, il connaissait les secrets que peuvent renfermer les vieux documents. Il a décroché à la 2e sonnerie. Aurélien? Tout va bien? Tu as une voix bizarre. Ma propre voix m'a surpris par sa fermeté. Yann, ils vendent la maison. Un silence à l'autre bout du fil. Yann comprenait ce que cette maison représentait. Les salauds, a-t-il simplement dit. J'ai besoin de ton aide, ai-je poursuivi, ma voix se brisant légèrement. Je ne sais pas ce que je peux faire, mais je ne peux pas les laisser faire ça. C'est comme s'ils le tuaient une seconde fois. J'ai dégluti difficilement. Yann, ils sont en train de la tuer. Ne bouge pas, a répondu Yann, son ton soudainement professionnel et rassurant. Ne fais rien. Ne les appelle pas, laisse-moi regarder quelque chose. Les testaments, les actes de propriété. Parfois, les vieux documents réservent des surprises. Je te rappelle. J'ai raccroché, le cœur battant à tout rompre. Je fixais la photo de la maison sur mon écran, cette façade de pierre grise qui semblait me regarder, m'implorer. Une promesse silencieuse a pris forme en moi, je ne t'abandonnerai pas. Restez avec moi. Parce que ce que Yann était sur le point de découvrir n'était pas seulement une faille juridique. C'était une lettre d'amour, un message que mon père avait envoyé d'outre-tombe, et que j'étais le seul à pouvoir déchiffrer. L'attente fut une torture. Chaque minute qui passait étirait mes nerfs. J'ai arpenté mon bureau, incapable de me concentrer sur les plans de mon dernier projet. La ligne d'horizon de Paris, habituellement une source d'inspiration, me semblait froide et étrangère. Ma vraie ligne d'horizon, c'était la mer que l'on voyait depuis les fenêtres du manoir, une ligne mouvante entre le ciel et l'eau. Le téléphone a sonné 3 heures plus tard. C'était Yann. Je me suis jeté dessus. Alors, ai-je demandé sans préambule. Assieds-toi, Aurélien, a-t-il dit. Sa voix était calme, mais je pouvais sentir une pointe d'excitation contenue. Tu ne vas pas le croire. Je me suis assis, le cœur battant. J'ai mis la main sur l'acte de fiducie que ton père avait fait rédiger par le notaire de l'époque, juste après ton départ pour tes études d'architecture. C'est un montage assez classique, pour protéger le bien et organiser la succession. Ta mère en est l'usufruitière,
et Corinne la bénéficiaire principale, chargée de la gestion. Donc, je ne peux rien faire, ai-je conclu, le désespoir me gagnant. Attends, a dit Yann. C'est là que ça devient intéressant. Ton père était un homme méticuleux. Un artisan. Il ne laissait rien au hasard. Il a fait ajouter une clause, une toute petite clause à la fin du document. Une clause que, visiblement, ni ta mère ni Corinne n'ont jamais lue attentivement, ou qu'elles ont oubliée. Il a fait une pause, savourant son effet. La clause stipule que pour que la fiducie reste valide et que Corinne conserve ses droits de gestionnaire, deux conditions doivent être remplies, sans aucune interruption. La taxe foncière doit être payée en temps et en heure, et l'assurance multirisque habitation doit être maintenue à jour. Je ne voyais pas où il voulait en venir. Et alors, a poursuivi Yann, j'ai fait quelques vérifications. La taxe foncière a 2 ans de retard de paiement. La mairie leur a envoyé des relances, mais rien. Pire encore, l'assurance de la maison a expiré il y a 3 mois. Corinne n'a pas renouvelé le contrat. Un silence a suivi. Je tentais de comprendre la portée de ce qu'il venait de me dire. Qu'est-ce que ça signifie, concrètement, ai-je demandé, ma voix à murmure. Ça signifie, a dit Yann, et j'ai pu l'entendre sourire à travers le téléphone, que la fiducie est techniquement en défaut. Et en cas de défaut de la part du bénéficiaire principal, la clause de ton père est très claire. Le droit de préemption revient au bénéficiaire secondaire. Et ce bénéficiaire secondaire, Aurélien, c'est toi. J'ai fermé les yeux, une vague d'émotion pure me submergeant. Mon père. Ce n'est pas tout, a ajouté Yann. Le droit de préemption te permet de racheter la totalité du bien non pas à sa valeur actuelle sur le marché, mais à la valeur estimée au moment de la création de la fiducie. C'est-à-dire, il y a 20 ans. Le chiffre qu'il a annoncé était si bas qu'il en était absurde. C'était une somme que je pouvais réunir. Facilement. Une image m'est revenue en mémoire. Mon père, dans son atelier, passant sa main sur une planche de chêne parfaitement poncée. La précision, Aurélien, disait-il toujours. Tout est dans la précision. Une bonne coupe, un bon assemblage. Pas de place pour l'accent grave peu près. Il n'avait pas laissé une simple clause. Il avait conçu un plan. Une issue de secours. Une épreuve silencieuse. Il avait parié sur la négligence de Corinne et sur ma vigilance. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de respect, de soin. Une transmission de flambeau. Il me donnait les outils pour sauver l'âme de notre maison. Aurélien? Tu es toujours là? A demandé Yann. Oui, ai-je répondu, ma voix retrouvant sa force. Oui, je suis là. Dis-moi ce que je dois faire. La partie d'échecs venait de commencer. Et mon père venait de me donner la pièce maîtresse. La conversation avec Yann a agi comme un électrochoc. Le brouillard de la tristesse et de l'impuissance s'est dissipé, remplacé par une clarté d'esprit redoutable. J'étais de nouveau un architecte devant une feuille blanche, mais le projet n'était pas de construire, mais de préserver. De reprendre. Le lendemain matin, j'ai pris ma première décision. J'ai annulé mes rendez-vous pour les 2 jours suivants. Mon projet le plus important n'était pas à Paris, mais à 600 km de là. Sur les conseils de Yann, j'ai contacté un avocat spécialisé en droit immobilier à Quimper, un homme discret et efficace qu'il m'avait recommandé. La procédure était d'une simplicité désarmante, précisément parce que la clause de mon père était rédigée de manière impeccable. Il n'y avait pas de place à l'interprétation. L'avocat a réuni les preuves du défaut de paiement des taxes et de la caducité de l'assurance. Il a préparé l'offre de rachat, basée sur l'estimation d'il y a 20 ans, comme le stipulait l'acte. Il n'y avait pas de négociation à avoir. C'était mon droit. Un droit que ma famille m'avait involontairement offert sur un plateau d'argent. J'ai effectué le virement depuis mon bureau. En quelques clics, une partie significative de mes économies, le fruit de 10 années de travail acharné, a été transférée sur le compte de l'étude notariale. Je n'ai ressenti aucune hésitation. Chaque euro dépensé était un hommage à mon père, une pierre que je reposais dans les fondations de notre histoire. L'acte de vente a été signé 2 jours plus tard. Mon nom, Aurélien Bernard,
figurait désormais comme l'unique propriétaire du manoir de Caron-Havel. C'était fait. Dans le plus grand secret. Ni ma mère, ni Corinne n'en savaient rien. Pour elles, la maison était toujours une charge dont elles essayaient de se débarrasser. Ce soir-là, de retour dans mon appartement parisien, je n'ai pas célébré. J'ai simplement ouvert le site de location saisonnière sur lequel le manoir était encore listé. L'annonce était toujours active. J'ai souri pour la première fois. J'ai regardé les dates. La réunion de famille était prévue pour le week-end du 14 juillet. J'ai cliqué sur « Réserver ». J'ai sélectionné la plus grande chambre, la suite parentale, celle de mes parents, avec sa vue imprenable sur l'océan. J'ai rempli le formulaire avec mes informations personnelles. Dans la section « Demande spéciale », j'ai hésité un instant, puis j'ai tapé, un petit sourire en coin, « Une bouteille de Calvados XO vous attendra à votre arrivée. » Le client souhaite une discrétion et une intimité absolue durant son séjour. Le Calvados était l'alcool préféré de mon père. Un clin d'œil que lui seul aurait compris. J'ai payé la réservation avec ma carte de crédit. Quelques secondes plus tard, l'email de confirmation est apparu dans ma boîte de réception. Cher Monsieur Bernard, nous vous remercions pour votre réservation. Je l'ai lu et relu. J'étais désormais un client dans ma propre maison. L'ironie de la situation était délicieuse. J'avais été banni de la réunion, mais j'allais en être l'hôte invisible. Ils entreraient en conquérant, pensant être chez eux, sans savoir qu'ils n'étaient que mes invités. Des invités qui n'avaient pas été conviés. L'email de confirmation brillait sur l'écran. Pour la première fois depuis des années, je sentis une paix profonde m'envahir. La tempête approchait, mais cette fois, je serais au cœur du cyclone, stable et sans peur. Le plan était en place. La scène était prête. Il ne me restait plus qu'à attendre que les acteurs principaux entrent en scène. Et je savais que leur performance serait inoubliable. Le jeudi précédant le fameux week-end, j'ai quitté Paris. J'ai roulé sans me presser, laissant derrière moi l'agitation de la capitale. Plus j'avançais vers l'ouest, plus le paysage changeait. Les plaines cédaient la place au bocage, l'air devenait plus doux, chargé des embruns de l'Atlantique. C'était un retour aux sources, un pèlerinage silencieux. Je ne suis pas allé directement au manoir. Arrivé à Concarneau, j'ai garé ma voiture sur le port de pêche. Je suis sorti et j'ai marché le long des quais, au milieu des chalutiers colorés et des filets qui séchaient au soleil. L'odeur de la marée, du poisson et du goémon a empli mes poumons. C'était l'odeur de mon enfance. J'ai regardé les remparts de la ville close, cette cité fortifiée posée sur l'eau. Tout semblait immuable, comme si le temps s'était arrêté. Pourtant, tout avait changé. J'étais un étranger dans ma propre ville, un touriste de mes propres souvenirs. Je me suis assis à la terrasse d'un café, commandant un café serré. J'observais les gens passer, les visages familiers des commerçants, les touristes en short et sandales. Personne ne m'a reconnu. 10 ans, c'est long. J'étais devenu un fantôme, comme je l'étais pour ma famille. Mais ce statut de fantôme était sur le point de devenir ma plus grande force. En fin d'après-midi, je me suis décidé. J'ai repris ma voiture et j'ai conduit les quelques kilomètres qui me séparaient de Caron-Havel. J'ai garé la voiture un peu plus loin, sur le chemin côtier, et j'ai approché à pied. Le manoir se dressait au bout de l'allée, fier et silencieux. Il semblait m'attendre. L'herbe était un peu haute, les volets avaient besoin d'un coup de peinture, mais sa structure, sa force tranquille, était intacte. J'ai fait le tour, posant ma main sur le granit froid des murs. C'était comme toucher la main de mon père. Solide, rassurante. Je suis entrée. L'agence de location avait envoyé quelqu'un pour préparer ma venue. La maison était propre, mais impersonnelle. Il manquait le désordre familier, les livres de mon père sur la table basse, le tricot de ma mère sur le fauteuil. C'était un corps sans son âme. Je suis montée dans la suite parentale. La bouteille de Calvados était bien là, sur une petite table, avec 2 verres. J'ai ouvert la fenêtre. L'air marin a envahi la pièce. Je pouvais voir l'océan, les vagues s'écrasant sur les rochers en contrebas. J'ai regardé la place vide à côté de moi. J'ai pensé à mon père.
Il aurait aimé ce moment. Ce retournement de situation silencieux. Je n'ai pas défait ma valise. Je ne comptais pas rester. Mon rôle était ailleurs. Je suis redescendu, j'ai vérifié que tout était en ordre, puis je suis reparti, refermant doucement la lourde porte en chêne derrière moi. J'ai repris ma voiture et je suis allé m'installer dans une petite chambre d'hôte discrète dans la ville voisine de Pont-Avet. L'attente commençait. J'étais un metteur en scène qui avait préparé son décor. Les lumières étaient en place, les accessoires aussi. Il ne manquait plus que les acteurs. Et je savais qu'ils arriveraient le samedi, pour le début de leur week-end familial. Seraient-ils surpris? Choqués? Furieux? Je ne savais pas encore, mais une chose était sûre, le silence de ces 10 dernières années allait être brisé, et le son serait assourdissant. Le samedi matin, je me suis levée avec une étrange sensation de calme. La nervosité des jours précédents avait disparu, remplacée par une certitude tranquille. J'ai pris mon temps, j'ai bu un café en lisant le journal local à Pont-Avet, puis, vers 15 heures, j'ai pris la route de Caron-Havel. Je savais qu'ils arriveraient en fin d'après-midi. Je suis entrée dans le manoir. J'ai salué le jeune homme qui s'occupait de la conciergerie pour l'agence de location, un étudiant sympathique nommé Léo. Je lui avais simplement dit la veille que j'attendais des visiteurs et qu'il devait suivre des instructions précises. Il ne savait rien de l'histoire, et c'était mieux ainsi. Je me suis installée dans le petit salon de lecture qui donnait sur le hall d'entrée, un livre à la main, mais mes yeux ne lisaient pas les mots. J'écoutais. Le silence de la vieille maison, le tic-tac de l'horloge comtoise, le cri lointain des goélands. À 16h42, j'ai entendu le bruit de pneus sur le gravier de l'allée. Puis des portières qui claquent. Des voix. La voix forte et assurée de Corinne, donnant des ordres pour les bagages. La voix plus fluette de ma mère, mêlée aux cris excités de mes neveux. Ils étaient là. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite, mais mes mains sont restées stables sur mon livre. La lourde porte d'entrée s'est ouverte. Ils sont entrés en flot, bruyants, riant, prenant possession des lieux comme ils l'avaient toujours fait. Corinne en tête, lunettes de soleil sur le nez, l'air d'une reine revenant dans son royaume. Ma mère suivait, l'air fatiguée mais heureuse d'être là. Ils se sont dirigés vers le comptoir d'accueil où Léo se tenait, un peu intimidé par cette arrivée en fanfare. Bonjour, a lancé Corinne, sans même le regarder vraiment. Nous sommes la famille Bernard. Nous venons pour le week-end. Vous pouvez nous donner les clés des chambres, s'il vous plaît? Elle a posé son sac à main de luxe sur le comptoir. Un geste de propriétaire. Léo a froncé les sourcils, l'air confus. Il a tapoté sur son ordinateur. Bernard, vous dites? Je suis désolé, madame, mais je n'ai aucune réservation à ce nom. Le sourire de Corinne s'est figé. Pardon? C'est une erreur. C'est notre maison. Nous venons ici chaque année. Je suis navré, a insisté Léo, visiblement mal à l'aise. Mais le manoir a été réservé dans sa totalité pour tout le week-end par un seul client. Un certain monsieur Aurélien Bernard. Le nom a flotté dans le hall. Mon nom. Un silence glacial est tombé. Les rires se sont tus. Les enfants se sont arrêtés de courir. J'ai vu le visage de ma mère se décomposer. Elle a porté une main à sa bouche. Corinne a cligné des yeux, comme si elle n'avait pas compris. Aurélien? Mais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le moment que j'ai choisi. J'ai lentement fermé mon livre, le son du papier contre le cuir résonnant dans le silence. Je me suis levée de mon fauteuil. Je suis sortie de l'ombre du salon de lecture et j'ai avancé dans la lumière du hall. Ils m'ont vu. Tous en même temps. Le choc sur leur visage était total, presque comique. C'était comme s'ils avaient vu un fantôme. Le fantôme que j'étais pour eux depuis 10 ans. Bonjour, ai-je dit. Ma voix était calme, posée. Je me suis approchée du comptoir, ignorant complètement ma sœur et ma mère pour l'instant. Je me suis adressée à Léo. Il n'y a pas de problème, Léo. Je suis Aurélien Bernard. Puis, je me suis tournée vers eux. J'ai regardé Corinne droit dans les yeux. Puis j'ai regardé ma mère. Bienvenue chez moi, ai-je dit doucement.
Le visage de Corinne est passé de l'incompréhension à la fureur en une fraction de seconde. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, Aurélien? Qu'est-ce que tu as fait? Ma mère a balbutié, les larmes aux yeux. Mon fils, qu'est-ce que ça signifie? J'ai pris une profonde inspiration, savourant ce moment que j'avais attendu si longtemps. Cela signifie que j'ai acheté la maison. Il y a une semaine. J'ai marqué une pause. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas sur la liste de mes invités. Comment allait-il réagir face à cette vérité brutale? La bataille ne faisait que commencer. La fureur de Corinne était silencieuse, mais palpable. C'était une fureur froide, calculatrice. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas fait de scandale. Après quelques secondes de silence stupéfait, elle a simplement fait demi-tour, a rassemblé ses enfants et son mari d'un geste sec et a quitté le manoir sans un mot de plus. Ma mère l'a suivie, hésitante, me jetant un dernier regard rempli d'incompréhension et de reproches. Les valises sont restées dans le hall. Leur départ a laissé un vide étrange, un silence vibrant de non-dit. J'ai demandé à Léo de faire monter mes propres bagages dans la suite parentale et de s'occuper des leurs. La soirée fut longue et solitaire. J'ai erré dans les pièces du manoir, ma victoire ayant un goût amer. Ce n'était pas la joie que je ressentais, mais une sorte de soulagement lourd, comme après une opération chirurgicale nécessaire mais douloureuse. Je savais que Corinne ne resterait pas inactive. Sa retraite silencieuse n'était pas un signe de défaite, mais la préparation d'une contre-attaque. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'elle soit si rapide, et si publique. Le lendemain matin était un dimanche. À Concarneau, le dimanche matin, c'est le jour du marché. Un événement incontournable. Toute la ville s'y retrouve, entre les étals de poissons frais, de légumes et de kouign-amann. C'est le cœur social de la ville, un théâtre à ciel ouvert où les nouvelles, bonnes ou mauvaises, circulent plus vite que le vent. J'y suis allée. C'était peut-être une erreur, une provocation inconsciente. Mais je voulais retrouver un semblant de normalité, respirer l'air de ma ville. Je voulais me sentir chez moi. Je l'ai vue de loin. Corinne. Elle n'était pas en train de faire ses courses. Elle était en pleine représentation. Elle se tenait près de l'étal du poissonnier le plus populaire, entourée de quelques vieilles connaissances, des amis de ma mère. Et ma mère était là, à côté d'elle, le visage baigné de larmes, jouant parfaitement son rôle de victime. Corinne parlait, sa voix portant juste assez pour être entendue par les passants. Elle ne criait pas. Elle pleurait. Des larmes de crocodile parfaitement maîtrisées. Je ne comprends pas, disait-elle, un mouchoir à la main. Il est revenu de Paris, comme un voleur. Il a profité de la faiblesse de notre pauvre mère pour lui prendre sa maison, la maison de notre enfance. Il nous a mis dehors, vous vous rendez compte? Sa propre famille. Les gens autour écoutaient, hochant la tête avec compassion. Des regards se sont tournés vers moi. J'étais à une vingtaine de mètres, mais je sentais le poids de leurs yeux. Des murmures ont commencé à onduler à travers la foule. C'est le fils Bernard, l'architecte. Celui qui est parti. Il paraît qu'il a fait fortune. Et il revient pour dépouiller sa mère. Je suis restée figée, le cœur battant. Elle était brillante, je devais le reconnaître. Elle ne m'attaquait pas sur le terrain légal, qu'elle savait perdu d'avance. Elle m'attaquait sur le terrain de la morale, de l'honneur. Dans une petite ville comme Concarneau, où tout le monde se connaît et où la réputation est primordiale, c'était une attaque dévastatrice. J'ai vu une ancienne voisine, Madame Le Gall, me lancer un regard noir, rempli de mépris. J'ai voulu m'approcher, m'expliquer. Mais que dire? Comment contrer une scène de chagrin si bien orchestrée? Mes arguments juridiques sembleraient froids et cruels face aux larmes d'une mère et d'une sœur. Les murmures se sont intensifiés, me poignardant dans le dos comme des aiguilles. En quelques minutes, j'étais passé du statut de fantôme à celui de monstre. Le fil ingrat, le Parisien arrogant venu voler l'héritage familial. J'ai fait demi-tour, le goût du café amer dans la bouche. J'ai quitté le marché, sentant des dizaines de paires d'yeux me suivre. Corinne avait gagné la première manche. Elle m'avait isolé, sali, transformé en paria dans ma propre ville.
Mais elle avait oublié une chose, dans une petite ville, les mensonges voyagent vite, mais la vérité, elle, a des racines profondes. Et j'étais sur le point de commencer à creuser. La retraite du marché était une humiliation. En rentrant au manoir, j'ai ressenti le poids de la solitude. Les murs de pierre, qui la veille me semblaient protecteurs, me paraissaient maintenant être ceux d'une prison dorée. J'avais gagné la propriété, mais j'avais perdu la bataille de l'opinion publique. Pour tout le monde, j'étais le méchant de l'histoire. Pendant un instant, j'ai douté. Aurais-je dû agir différemment? Essayer de leur parler avant? Mais je savais que toute conversation aurait été vaine. Corinne n'aurait jamais accepté de négocier. Alors que je tournais en rond dans le grand salon, une idée m'est venue. Une image. Le visage ridé et bienveillant de Madame Dubois. Madame Dubois était notre plus proche voisine. Elle vivait dans la petite maison au bout du chemin depuis plus de 50 ans. Elle avait vu grandir mon père, puis Corinne et moi. Elle était la mémoire vivante du lieu. Plus important encore, elle était une femme juste, respectée de tous, et elle adorait mon père. Je n'ai pas réfléchi davantage. J'ai pris mon téléphone et une copie des documents que Yann m'avait envoyés. J'ai quitté le manoir et j'ai marché jusqu'à sa petite maison au portail toujours ouvert. Elle était dans son jardin, en train de tailler ses rosiers. Quand elle m'a vu, son visage s'est d'abord fermé. La nouvelle du marché était sans doute déjà parvenue jusqu'à elle. « Bonjour, Madame Dubois, ai-je dit doucement. « Aurélien, a-t-elle répondu, son ton neutre. Le fils prodigue est de retour, à ce qu'il paraît. La pique était directe. J'ai encaissé. Je sais ce qui se dit en ville, ai-je repris. Et c'est pour ça que je suis là. Pas pour me justifier, mais pour vous montrer la vérité. Parce que je sais combien vous respectiez mon père. Elle a posé son sécateur, a essuyé ses mains sur son tablier et m'a regardé droit dans les yeux. Je t'écoute. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire de ces 10 années. Je lui ai simplement montré les faits. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une courte vidéo que j'avais enregistrée, 1 an avant la mort de mon père. On le voyait, assis sur le banc devant la maison, l'air fatigué mais l'esprit clair. Il parlait de la maison. Cette maison, elle a une âme, disait-il, sa voix un peu faible. Elle a besoin de quelqu'un qui la comprenne. Elle a besoin d'Aurélien. Puis, je lui ai montré les documents. La preuve des impôts impayés. La lettre de l'assureur confirmant la résiliation du contrat. Les faits bruts, incontestables. Madame Dubois a regardé le tout en silence, ses yeux vifs ne manquant aucun détail. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment, son regard perdu vers le manoir. Ton père était un homme bon, a-t-elle finalement dit. Et un homme prévoyant. Il savait. Elle n'a rien dit de plus. Elle ne m'a pas promis de parler en ma faveur. Elle a simplement hoché la tête, m'a offert une tasse de café, et nous avons parlé de ses rosiers et du temps qui passe. Je suis repartie sans savoir si ma visite avait changé quoi que ce soit. Mais le lendemain, en allant acheter du pain à la boulangerie du village, quelque chose avait changé. La boulangère, une femme habituellement très bavarde qui m'avait ignoré la veille, m'a salué avec un petit sourire. Madame Dubois est passée ce matin, m'a-t-elle dit en me tendant ma baguette. Elle nous a raconté à quel point votre père était fier de vous, l'architecte. Ce n'était pas grand-chose. Juste une phrase. Mais c'était un début. La vérité, comme une graine plantée dans le bon terreau, commençait à germer. Le vent avait commencé à tourner, et je savais que la prochaine tempête se déroulerait dans un endroit beaucoup moins pittoresque qu'un marché breton. Corinne n'était pas du genre à abandonner. La rumeur publique ne lui suffisait pas humiliée et furieuse d'avoir perdu le contrôle, elle a décidé de porter l'affaire sur le terrain où elle pensait pouvoir gagner avec ses larmes et son talent de comédienne, le tribunal. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une assignation. Elle m'attaquait pour abus de faiblesse, captation d'héritage, affirmant que j'avais profité de l'état de santé de mon père pour manipuler son testament et que j'avais utilisé des manœuvres juridiques déloyales pour spolier ma propre mère. C'était grotesque, mais dangereux. Une accusation de ce genre, même si elle est fausse, laisse des traces. Le jour de l'audience, au tribunal de grande instance de Quimper, l'atmosphère était lourde.
J'étais là avec Yann, qui m'assistait en tant qu'ami et expert, et mon avocat. De l'autre côté de la salle, Corinne et ma mère formaient un front uni. Corinne portait un tailleur sobre, le visage grave, l'air d'une martyre. Ma mère semblait perdue, fragile, une marionnette dans le théâtre de sa fille. L'avocat de Corinne a commencé sa plaidoirie. C'était un jeune loup aux dents longues, plein d'effets de manche et de grandes phrases. Il a peint un portrait de moi en prédateur sans cœur, le fils parisien déconnecté, revenant uniquement pour l'argent. Il a parlé de l'amour d'une fille dévouée face à la cupidité d'un fils absent. Il a presque réussi à me faire douter de moi-même. Quand ce fut notre tour, mon avocat fut bref et factuel. Il a exposé les faits, la clause, les impayés, l'assurance caduque. Il a présenté les documents officiels. Puis, il a demandé la permission de présenter notre pièce maîtresse. Nous souhaitons simplement que le tribunal écoute M. Bernard Père lui-même, a-t-il déclaré. Un écran a été installé. La vidéo que j'avais montrée à Madame Dubois a été projetée dans le silence du tribunal. Le visage fatigué mais lucide de mon père est apparu. Sa voix, bien que faible, résonnait avec une clarté absolue. Cette maison, elle a une âme. Elle a besoin de quelqu'un qui la comprenne. Elle a besoin d'Aurélien. La caméra a légèrement bougé, et on m'a vu, assis à côté de lui, lui tendant un verre d'eau. La scène respirait la tendresse et le soin, pas la manipulation. Après la vidéo, mon avocat a produit un dernier document. Un enregistrement audio. Yann avait retrouvé dans les archives une conversation téléphonique enregistrée entre Corinne et le notaire, datant d'il y a 2 ans. Le notaire l'alertait sur les retards de paiement et les risques encourus. La réponse de Corinne était glaciale, « Ne vous inquiétez pas pour ça. Aurélien ne s'intéresse plus à tout ça. Il a sa vie à Paris. On gère. » C'était la preuve irréfutable de sa négligence délibérée. Le juge, un homme d'âge mûr au visage impassible, a écouté le tout sans broncher. Lorsque les plaidoiries furent terminées, il a pris la parole. « Madame, a-t-il dit en s'adressant à Corinne. La douleur de la perte d'un parent est une chose que ce tribunal respecte. Cependant, la loi est basée sur des faits, non sur des émotions. » Il a ajusté ses lunettes. Les faits montrent que votre père était en pleine possession de ses moyens intellectuels lorsqu'il a fait rédiger ses volontés. Les faits montrent également une négligence caractérisée de votre part dans la gestion du bien qui vous a été confié. Il a marqué une pause, son regard balayant la salle. Ce tribunal ne juge pas les relations familiales. Mais il applique le droit. La demande est donc rejetée. Un coup de marteau sec a retenti. C'était fini. Corinne est restée figée, le visage décomposé par une rage impuissante. Elle a attrapé le bras de sa mère et est sortie de la salle sans me jeter un regard. Je suis resté un instant assis, le poids de ces derniers mois s'évaporant soudain. En sortant, j'ai vu ma mère. Elle était assise seule sur un banc dans le couloir, abandonnée par sa fille qui était déjà loin. Elle ne pleurait pas. Elle regardait dans le vide, l'air d'une femme qui venait de comprendre l'étendue du désastre, non pas légal, mais humain. Je n'ai pas rapproché. Il n'y avait plus rien à dire. La justice des hommes avait parlé. Le reste appartenait au silence. Le retour au manoir après le verdict du tribunal était différent. Le silence n'était plus lourd de tension, mais rempli d'une paix nouvelle. La maison semblait respirer plus librement, comme si elle aussi avait été libérée d'un poids. J'étais enfin seule, vraiment seule, avec elle. Et pour la première fois, ce n'était pas une solitude douloureuse, mais une solitude choisie, réparatrice. Les jours suivants, je n'ai pas cherché à me reposer. J'ai commencé à travailler. Pas comme un propriétaire, mais comme un gardien. Je me suis levé tôt chaque matin, j'ai ouvert tous les volets pour laisser entrer la lumière et l'air marin. J'ai commencé à désherber le jardin, à nettoyer les gouttières, à gratter la vieille peinture écaillée des volets. C'était un travail physique, épuisant, mais chaque geste était une forme de méditation, une façon de me reconnecter à la maison, et à mon père. C'est en rangeant son vieil atelier, resté intact, que je l'ai retrouvé. Sur une étagère, sous une bâche poussiéreuse, se trouvait le modèle réduit d'un vieux gréement que nous avions commencé à construire ensemble quand j'avais 15 ans.
Nous n'avions jamais eu le temps de le finir. La coque était assemblée, mais les mâts n'étaient pas dressés, les voiles n'étaient pas cousues. Il était là, comme une promesse inachevée. J'ai sorti le bateau, je l'ai dépoussiéré. J'ai retrouvé les plans que mon père avait dessinés de sa main précise. Et je me suis mis au travail. Dans le silence de l'atelier, avec l'odeur familière du bois et de la colle, j'ai repris le projet là où nous l'avions laissé. Chaque pièce que j'ajustais, chaque nœud que je faisais, était une conversation silencieuse avec lui. Je n'étais plus le fils en deuil, ni l'architecte à succès. J'étais juste un homme en train de réparer un bateau. Et en réparant ce bateau, je me réparais moi-même. Un soir, alors que je travaillais à la lueur d'une lampe, Yann est passé. Il n'a pas appelé avant. Il est juste entré, une caisse de bière locale à la main. Il n'a pas dit grand-chose. Il s'est assis sur un tabouret, a ouvert 2 bouteilles et m'en a tendu une. Il m'a regardé travailler pendant un long moment, le seul bruit étant le grattement de mon papier de verre sur le bois. Alors, te voilà devenu châtelain, a-t-il finalement lancé avec un sourire en coin. J'ai souri en retour, sans lever les yeux de mon travail. Non. Juste le gardien. Nous sommes restés là un long moment, à boire nos bières en silence. C'était un silence confortable, celui de l'amitié véritable, qui n'a pas besoin de mots pour exister. En partant, il a posé sa main sur mon épaule. Ton père serait fier de toi, a-t-il simplement dit. Cette nuit-là, j'ai fini le bateau. J'ai hissé les petites voiles en lin, j'ai tendu les cordages. Je l'ai posé sur le rebord de la cheminée dans le grand salon. Il était magnifique, parfait dans ses imperfections. Il n'était plus le symbole d'une promesse brisée, mais celui d'une boucle enfin bouclée. J'ai regardé les flammes danser dans la cheminée. J'ai pensé à ma mère, à Corinne. Je n'ai ressenti ni haine, ni colère. Juste une immense tristesse, et une forme d'acceptation. Notre famille était en ruine, mais sur ces ruines, quelque chose de nouveau pouvait peut-être commencer à pousser. Une vie différente, plus silencieuse, mais peut-être plus authentique. La mienne. Debout devant la grande fenêtre du salon, je regarde l'océan. La marée monte, les vagues viennent lécher les rochers avec une patience infinie. La Bretagne a cette force tranquille, cette capacité à endurer les tempêtes et à retrouver sa beauté dans le calme qui suit. Je crois que j'ai un peu de ça en moi, finalement. J'ai gagné. Mais ce n'est pas une victoire triomphante. Il n'y a pas eu de fête, pas de champagne. Ma victoire est silencieuse, intérieure. Ce n'est pas une victoire contre ma famille, mais une victoire pour moi-même. J'ai cessé d'être le fantôme qui hantait les marges de leur vie. J'ai repris ma place, non pas en forçant leur porte, mais en rouvrant la mienne. Je n'ai pas eu de nouvelles de Corinne. Je sais, par Madame Dubois, qu'elle a mis en vente sa propre maison à Concarneau et qu'elle cherche à déménager. Peut-être que cette ville est devenue trop petite pour ses mensonges. Ma mère, elle, m'a envoyé une seule lettre. Courte, maladroite. Elle ne s'excusait pas, pas vraiment. Mais elle écrivait, ton père aimait cette maison plus que tout. Prends en soin. C'était sa façon de concéder la défaite, et peut-être, un jour, d'ouvrir la porte à une forme de paix. Je ne sais pas si nous pourrons un jour nous retrouver, mais pour la première fois, cela ne me cause plus de douleur. J'ai accepté. J'ai décidé de ne pas vendre le manoir. Je ne vais pas y vivre en permanence, mon travail est à Paris. Mais ce sera mon ancre, mon port d'attache. Je vais le restaurer, lentement, avec respect. En faire un lieu de création, peut-être une résidence pour artistes ou architectes. Un lieu où les âmes pourront venir se réparer, comme je l'ai fait. Ils disaient que j'étais parti, que je m'étais éloigné. Mais je n'étais jamais parti. C'est juste qu'ils avaient choisi de ne plus me voir. Aujourd'hui, je me vois. Et c'est tout ce qui compte. Cette histoire, mon histoire, touche à sa fin. Si elle a réveillé quelque chose de silencieux en vous, une blessure que vous gardiez cachée depuis des années, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des batailles que nous devons mener dans le silence, non pas pour nous venger, mais pour regagner le droit d'écrire notre propre histoire. Votre histoire compte. Votre voix compte. Si vous avez apprécié ce voyage avec moi, montrez-le avec un « j'aime ».
Partagez dans les commentaires ce que vous avez ressenti, ou si vous avez vécu une expérience similaire. Vos histoires sont importantes. Et pour ne rien manquer des prochaines, abonnez-vous. Nous lisons absolument tout. Merci de m'avoir écouté.